Vous vous souvenez comment l'Allemagne a produit des chars technologiquement avancés pendant la Seconde Guerre mondiale, inspirant la peur et de nombreux mythes chez les soldats alliés. En réalité, ils étaient si surconçus qu'ils tombaient sans cesse en panne sur le terrain. Eh bien, c'est encore arrivé. Le Puma, ou Puma à l'américaine, véhicule de combat d'infanterie, a longtemps suscité la controverse en Allemagne. Les médias l'ont présenté comme une grande innovation. Un véhicule qui représentait un énorme bond technologique et qui allait changer la guerre d'infanterie à jamais. Et, eh bien, il ne fonctionne pas. Il tombe sans cesse en panne, le canon ne tire pas, et la planche sous les pieds du conducteur prend spontanément feu. Le pire, c'est que ce véhicule, qui a été présenté avec des capacités presque fantastiques, est en développement depuis 2 décennies. 20 ans, et il ne fonctionne toujours pas. Cela fait un moment que l'horloge tourne en Allemagne, et il est temps que quelqu'un tape du poing sur la table et dise « ça suffit ». C'est un accent allemand terrible, je pourrais probablement faire mieux, mais l'Allemagne continue, de façon incroyable, à investir dans ce projet qui échoue sans cesse, et voici pourquoi. Avant le Puma, le Marder, véhicule de combat d'infanterie, lancé dans les années 1970, fait encore en partie de la Bundeswehr. Le Marder s'est montré très efficace pour éliminer l'infanterie ennemie et protéger ses soldats. Il n'a combattu qu'en 2009 lors d'une attaque talibane contre un poste allemand en Afghanistan. Les Marder ont été essentiels pour défendre le poste, leur canon de 20 mm et leur mitrailleuse de 7,62 mm ayant plusieurs fois décimé les talibans mal équipés. Le blindage, qui est particulièrement épais à l'avant de la coque, pouvait résister à des obus perforants de 20 mm, tandis que les variantes ultérieures protégeaient l'équipage contre des canons automatiques de 30 mm. Ce véhicule de combat d'infanterie, excellent à bien des égards, n'était cependant pas sans défaut. Le problème le plus notable était une ergonomie déplorable. Le Marder est tellement inconfortable que les soldats ne supportent pas d'y circuler. Et en plus de l'inconfort dû à la conception, le Marder ne dispose pas non plus de système de climatisation. Tout cela semble vraiment désagréable en Afghanistan. Parce que oui, se déplacer dans une boîte métallique de plus de 30 tonnes sans climatisation dans un pays où les températures estivales atteignent jusqu'à 39 degrés Celsius, soit 102 Fahrenheit, c'est désagréable. Hormis cela, le Marder a commencé à révéler son âge dans tous les domaines au début du siècle. Le canon automatique de 20 mm est moins performant que ceux de 30 et 40 mm désormais, présents sur tous les VCI modernes. Le blindage vieillissant ne résistait pas bien aux RPG ou aux munitions anti-chars, et des décennies de modifications n'ont fait qu'alourdir la plateforme, ce qui a nui à sa maniabilité. Le plus important, dans l'environnement de combat moderne, c'est que le Marder n'est absolument pas équipé pour faire face aux drones. Il ne dispose d'aucune arme anti-drone, ni de capacité de guerre électronique. Et la seule protection physique, comme une cage anti-drones, est improvisée. Ce n'est pas un dispositif prévu par le constructeur. Actuellement, le Marder est employé en Ukraine avec des performances inégales. Sa puissance de feu gêne toujours les troupes russes, mais sa plateforme dépassée pose aussi des problèmes aux Ukrainiens, pour d'autres raisons. Il s'enlise constamment dans la boue, il cale très facilement à cause de la surchauffe, et il ne résiste pratiquement pas aux mines. Même si les équipages évacuent, souvent sans encombre, un Marder touchant une mine devient une ferraille onéreuse. L'Allemagne possède encore environ 1500 Marder dans ses 11 stocks, mais sur les 140 Marder livrés à l'Ukraine, au moins 47 ont été perdus, ce qui n'est pas un bon taux de survie. Ce constat était déjà évident à la fin des années 1990. Les dirigeants militaires allemands savaient qu'il fallait vite améliorer le Marder, car sa conception vieillissait. Avec le recul, ils avaient entièrement raison, mais ils ont vraiment pris tout leur temps pour s'en occuper. Le processus de conception a commencé en 1996 et ne s'est terminé qu'en 2009. Pour être clair, il a fallu moins de temps à Harry Potter pour commencer l'école, détruire plusieurs Horcruxes et tuer le plus grand mage noir de tous les temps, puis retourner à cette école et finalement obtenir son diplôme. Très étrange comme analogie. Ce design, quel qu'en soit l'auteur, est celui qui a été mis en production. Le Puma mesure 7,4 mètres, soit 24 pieds d'eau de long, avec une largeur de 3,7 mètres, soit 12 pieds, bien que cela puisse être élargi à 4 mètres, soit 13 pieds, avec un blindage supplémentaire. Il mesure 3,1 mètres, 10 pieds de haut, le périscope du commandant ajoutant 0,5 mètres de pied. Sa taille est similaire au Borsuk polonais et au Bradley américain, et il peut être transporté par l'Airbus A400M utilisé par l'Allemagne pour les blindés. C'était essentiel car, lors de sa conception, le Moyen-Orient était le point chaud de l'OTAN et l'Allemagne devait pouvoir transporter les Pumas par avion. Il en allait de même pour leurs partenaires commerciaux potentiels, tous membres de l'OTAN et dans la même situation. Un aspect dans lequel le Puma ne ressemble pas à ses véhicules de combat d'infanterie est son poids.
Bien que les variantes originales, le Puma niveau A pesait 31,4 tonnes, soit un peu plus de 69 200 livres, le Puma niveau C, qui essaie la variante en configuration de combat complète, pèse un impressionnant 43 tonnes, soit près de 95 000 livres. Même les variantes les plus équipées du Marder, qui est récemment devenu célèbre pour s'être enlisé dans un terrain difficile parce que son poids était trop important pour la transmission et le moteur, n'ont jamais dépassé 37,4 tonnes. Avec ce poids, on pourrait penser que le nouveau design profiterait d'une nette amélioration du rapport puissance-poids. N'est-ce pas ? Eh bien non. Le groupe motopropulseur du Marder était un moteur diesel MTU de 441 kW, ce qui équivaut à environ 15,7 kW par tonne. La puissance du Puma est assurée par un moteur MTU de 800 kW, ce qui équivaut à 18,6 kW par tonne dans la configuration de combat la plus lourde du véhicule. Le Puma n'est même pas 3 kW par tonne plus efficace que son prédécesseur, mais cela ne pose problème que si ce chiffre est pris isolément. En réalité, le Puma doit combattre avec le char de bataille principal Léopard 2, et le nouveau VCI possède même un meilleur rapport puissance-poids que le char qu'il soutient, ce qui reste assez rare chez les blindés. Le seul avantage concernant la taille, le poids et les performances, c'est l'autonomie. Il a une autonomie d'environ 600 km, 373 miles, sur route avec un réservoir de 900 litres. Mon Dieu, il faut voir le prix pour le remplir à la station-service. Mais encore une fois, le Marder était aussi plus efficace à cet égard. Bien que son autonomie soit d'environ 80 km, soit environ 13% plus limitée, il fonctionnait avec un réservoir de 652 litres, ce qui est environ 28% plus petit que celui du Puma. Maintenant, pour défendre le Puma, le Marder n'avait pas à alimenter tout un tas de systèmes auxiliaires, comme la climatisation ou des dizaines de capteurs différents. Mais on pourrait quand même s'attendre à une meilleure efficacité énergétique de la part d'un véhicule tout neuf. En ce qui concerne l'organisation de l'espace, les concepteurs du Puma ont vraiment fait quelque chose de bien, cependant. La cabine de l'équipage, petite et un peu oppressante, reste ouverte permettant à tout membre d'être remplacé en cas de blessure ou de décès. Le véhicule, contrairement à son prédécesseur, est climatisé et dispose d'un extincteur automatique à agents chimiques non toxiques, ainsi que d'une protection intégrale contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques pour l'équipage. La garde au sol, soit l'espace entre le sol et le châssis, est de 18 pouces, 45 cm, augmentant les chances de survie si le Puma heurte une mine. La majeure partie de l'intérieur de la cabine est surélevée par rapport au plancher pour améliorer la sécurité. Toutes les trappes de secours sont faciles à ouvrir et l'ensemble du véhicule est recouvert d'une peinture réduisant la signature infrarouge afin de minimiser la signature thermique du Puma. Pour réduire encore davantage les risques d'un impact catastrophique, les réservoirs de carburant du Puma sont placés à l'extérieur de la coque du véhicule et dissimulés derrière des plaques de blindage épaisses. Il est donc peu probable que les réservoirs soient détruits, et si cela arrivait, l'explosion aurait très peu de chances de blesser l'équipage. De plus, comme les réservoirs sont séparés, endommager l'un n'immobilise pas le VCI. L'autre réservoir permet de battre en retraite. Et si cela ne suffisait pas, il y a un troisième réservoir de réserve avec juste assez de carburant pour permettre au Puma de se mettre en sécurité. Cependant, la caractéristique la plus forte du Puma, de loin, c'est son blindage. La configuration du blindage à bord du Puma n'est pas seulement très avancée, mais aussi hautement modifiable. Cela permet à l'équipage de 3 hommes et à l'escouade d'infanterie de 6 hommes de préparer le véhicule pour pratiquement n'importe quel scénario. Ce taux de survivabilité élevé explique en partie le lancement du projet Puma par l'Allemagne. Le pays avait envisagé d'acheter les véhicules de combat d'infanterie espagnols Asgard ou suédois CV-90, mais a jugé leur protection insuffisante comparée à celle que Rheinmetall et Krauss-Maffei pouvaient en offrir. Ils avaient raison. La coque assez basse, hormis le périscope, rend la détection du Puma bien plus difficile que celle des autres véhicules de combat d'infanterie. La première règle pour améliorer la survivabilité au combat est de ne pas être repéré, et le Puma suit certainement cette logique. Deuxièmement, le blindage de base du Puma est très bien conçu. À la sortie d'usine, il combine un blindage latéral en céramique et un blindage réactif non explosif à l'avant. Le blindage réactif non explosif, ou NERA, repose sur des ondes de choc réactives pour détruire les projectiles entrants ou au moins perturber leur fonctionnement normal. Quand un projectile touche le NERA, l'énergie est transmise sous forme d'onde de choc. Cette onde de choc traverse le blindage métallique et atteint une couche de blindage élastique, qui la redirige un peu comme la lumière se réfracte lorsqu'elle frappe l'eau. L'onde de choc redirigée est beaucoup moins dangereuse et elle ne cause pas autant de dégâts que si elle avait gardé sa direction initiale. Le blindage protège des projectiles cinétiques jusqu'à 30 mm et des charges creuses comme les RPG ou obus anti-chars explosifs.
Le type de blindage modulaire utilisé sur le Puma est environ 8 à 10 fois plus efficace que des plaques d'acier de haute qualité de même poids, et il dépasse en fait le niveau de protection 6 de la norme STANAG 4569, accord de normalisation de l'OTAN définissant les niveaux de protection des véhicules blindés légers. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, il existe des stands STANAG pour littéralement chaque processus, manœuvre ou équipement utilisé par une armée de l'OTAN. Pour atteindre le niveau 6 du STANAG 4569, un véhicule de combat d'infanterie doit pouvoir résister à des tirs de projectiles perforants de 30 mm et à un obus d'artillerie explosif de 155 mm à une distance de 10 mètres, c'est-à-dire le blindage frontal du Puma résiste à des impacts plus puissants et le châssis supporte une explosion de 10 kg de TNT tout en restant opérationnel et laissant l'équipage indemne, une nette amélioration face au Marder. Cela concerne toutefois la configuration de base. La configuration dite niveau A ou classe de protection A. Le Puma peut être amélioré au niveau C. Le niveau B n'a jamais existé car il aurait empêché son transport par navire ou train, donc les ingénieurs sont passés directement au niveau C, qui ajoute du blindage sur les côtés, le toit et la tourelle. La tourelle, partie la plus vulnérable du Puma, peut recevoir divers blindages pour résister à des impacts d'environ 30 mm. L'amélioration au niveau C dépend surtout du blindage réactif explosif couvrant la moitié supérieure de la coque. Ces panneaux explosent sous l'impact d'un projectile, projetant l'explosion vers l'extérieur pour limiter les dégâts au véhicule. Le blindage réactif explosif est aujourd'hui courant dans pratiquement tous les modèles de chars modernes. Monté sur le Puma, le pack de niveau C ajoute 9 tonnes au véhicule, en plus du blindage composite sous la coque et sur le toit. Ce surpoids est toutefois justifié. Le blindage latéral de niveau C est aussi résistant que le frontal de niveau A et résiste aux tirs de grenades propulsés par roquettes et à certains obus de chars. Le blindage est renforcé par le système d'autoprotection multifonctionnel MUS, doté d'un brouilleur de missiles guidés et de grenades fumigènes qui masquent la vue de l'ennemi. Le système est capable de détecter les missiles entrants et les télémètres laser, tandis que la prochaine version MUS 2.0 pourra détecter les missiles guidés par faisceau laser et les télémètres laser de deuxième génération, qui sont plus difficiles à repérer. Dans l'ensemble, le Puma représente une amélioration défensive majeure par rapport au Marder. C'est un véhicule de combat d'infanterie doté d'une configuration défensive, supérieure à celle de certains chars. Mais le blindage n'est pas la seule avancée de ce véhicule sur le Marder. Le Puma dispose de nombreux capteurs transmettant en continu des données au commandant, ce qui améliore la connaissance de la situation, la survivabilité et l'efficacité du véhicule. Le périscope offre 6 niveaux de zoom, il est équipé d'un télémètre laser intégré et il peut être relié directement au commandant ou au tireur. Comme déjà mentionné, c'est la caractéristique la plus remarquable du Puma. Pour être utilisé par le tireur et le commandant, il doit être placé au centre de la tourelle, d'où le décalage des canons principal et secondaire, mais nous y reviendrons. Le véhicule dispose de plusieurs écrans pouvant afficher la vue du périscope et ses différents modes, comme la vision thermique ou le grand angle. Les optiques du tireur sont quasi identiques, et le véhicule possède 5 caméras pour une surveillance à 360 degrés. Si vous tentez de vous approcher discrètement, l'équipage vous verra. En ce qui concerne l'armement, le Puma bénéficie d'une amélioration significative par rapport au Marder. Son canon principal est un canon automatique de 30 mm avec une portée efficace de plus de 3 km. Bien que certains VCI européens optent pour le canon de 40 mm et le canon de 30 Mitra restent compétitifs grâce à la logistique. Ces munitions pèsent moins lourd et l'équipage peut en embarquer davantage à bord du Puma. Pour être précis, 200 obus sont prêts à être tirés, avec 200 autres en réserve. Si l'on compare cela au canon automatique Bofors de 40 mm à bord du CV9 1040 suédois qui ne peut tirer que 24 coups à la fois avec un stockage de 234 obus, il n'est pas difficile de voir comment le calibre plus petit peut encore avoir l'avantage. Outre le calibre, il faut souligner la grande fonctionnalité du canon automatique téléopéré. Face à l'infanterie, le Puma utilise des munitions à explosion aérienne. Le frein de bouche du canon mesure la vitesse de l'obus et, selon celle-ci et la distance de la cible, programme un minuteur dans la munition à explosion aérienne. Il est capable de programmer le tir parfait tout seul, ce qui est vraiment fantastique. Le tireur peut aussi régler la largeur du cône de tir, limitant le gaspillage de munitions et améliorant la précision, car le cône s'adapte selon les besoins. En comparant le Puma au Bradley, le Bureau du budget du Congrès des États-Unis a rapporté que grâce à cette capacité, entre autres, le Puma est environ 103% plus létal que le Bradley. Une autre amélioration majeure vient sous la forme du lance-missile MLS, qui peut lancer des missiles guidés en ligne de mire pour abattre des hélicoptères, faire exploser des bunkers, mais surtout détruire des chars.
C'est quelque chose dont le Marder avait désespérément besoin en Ukraine. La mitrailleuse Krasil Heckler et Koch MG4 est principalement destinée aux engagements anti-infanterie à courte portée. Le Puma transporte 2000 cartouches et comme le 5,56 mm est la norme de l'OTAN, l'équipage peut également utiliser ces munitions pour ses armes personnelles s'il doit évacuer le VCI. Il est toutefois possible que cette arme soit remplacée à l'avenir, car le support peut accueillir la MG-MG3 qui est une mitrailleuse de 7,62 mm plus puissante. La dernière arme embarquée est un lance-grenade de 40 mètres. Cette arme sert uniquement à la défense rapprochée contre l'infanterie et est conçue pour 2 membres d'une escouade embarquée, qui peuvent entrouvrir la porte arrière pour protéger l'arrière. Cela dit, la question demeure, pourquoi cette chose est-elle un échec ? Parce que ça a l'air sacrément fantastique. Je veux dire, bien sûr, il est un peu massif, et idéalement on voudrait qu'il soit plus mobile, mais c'est peut-être le meilleur véhicule de combat d'infanterie blindé de l'OTAN. Il est très bien armé et il est équipé d'un ensemble de capteurs de pointe. Où exactement l'Allemagne s'est-elle trompée ? Eh bien, l'Allemagne est célèbre pour son incroyable ingénierie. Mercedes, Volkswagen, Audi et BMW sortent régulièrement des véhicules très fiables depuis environ un siècle. Alors que des véhicules de la Seconde Guerre mondiale, tels que le Panzer IV, le Panzer V et le Messerschmitt ME-262, ont influencé les doctrines d'ingénierie de défense mondiale. Le Puma ne devrait cependant pas être sur cette liste. L'un des problèmes majeurs était que la plateforme a dû être modernisée dès sa mise en service. Les premiers Pumas sont arrivés à la Bundeswehr en 2015. Dès 2018, un plan visait à améliorer leur communication pour transmettre des images de situation aux avions de chasse. Maintenant, beaucoup d'autres choses dont nous avons parlé n'ont été introduites que plus tard. Le système MEL, les caméras haute technologie pour le conducteur et l'escouade d'infanterie à l'arrière, de meilleures optiques pour le tireur et le commandant, ainsi que l'introduction d'un nouveau système de gestion de combat sont tous en cours d'introduction à l'heure actuelle et ils sont déjà installés sur certains Pumas. Les améliorations en elles-mêmes ne posent pas problème, bien au contraire en fait. Le Puma est l'une des plateformes de VCI les plus modulables qui existent, donc l'introduction d'une nouvelle gamme de fonctionnalités ne devrait pas poser de problème. Le problème réside dans la complexité technologique de la mise en œuvre de ces fonctionnalités. Et bien que les fabricants et l'armée semblaient être au courant de la tendance du Puma à le manque de fiabilité technique, toute l'affaire a éclaté au grand jour devant l'ensemble de l'OTAN lors d'un exercice d'entraînement. Les Pumas devaient intégrer la force opérationnelle interarmée à haut niveau de préparation de l'OTAN en 2023. Pour s'y préparer, la Bundeswehr a organisé un exercice impliquant 18 véhicules. À l'époque, l'Allemagne exploitait 350 Pumas et avait obtenu un financement pour 229 supplémentaires, sans doute une décision renforcée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et les 18 unités qui ont participé à l'exercice étaient d'armes toutes neuves. Elles sont toutes tombées en panne, chacune d'entre elles. À la fin de l'exercice, pas un seul Puma n'était opérationnel. Et si cela n'avait pas été un exercice, mais un véritable engagement, cela aurait entraîné d'énormes pertes et exposé des technologies hautement classifiées à l'ennemi. Le général Rupert von Butler, commandant de la 10e division blindée, a écrit à la direction de l'armée et au ministère de la Défense. Il a signalé que tous les Pumas étaient devenus indisponibles en quelques jours et les 2 derniers, s'en encore partiellement fonctionnels, ont été emmenés au champ de tir malgré des défauts de tourelles. Cependant, ils n'ont pas tenu beaucoup plus longtemps, car les défauts ont rapidement provoqué un effondrement complet. Un Puma a même pris feu et a dû être évacué. Le général a lui-même déclaré un échec total, car selon lui, les Pumas ont à peine servi. Ils ont juste été emmenés au champ de tir pour tirer. Ils n'avaient pas à traverser des jours de terrain boueux et montagneux. S'ils tombèrent déjà en panne malgré un entretien méticuleux et peu d'utilisation, comment réagiraient-ils en combat réel ? À ce moment, le Puma était en service depuis 7 ans, près de 20 ans après la conception et plus de 20 ans après le début de la recherche. Et le véhicule était toujours pratiquement inutile. Le fait que nous parlions d'un VCI est le point le plus bas de toute cette histoire. Nous ne parlons pas d'un chasseur multirôle de 6e génération, ni d'un missile hypersonique, ni d'un char. L'Allemagne n'a même pas réussi à construire un véhicule de combat d'infanterie fonctionnel, ce qui a coûté des milliards aux contribuables sur une période de 20 ans. Frankfurter Allgemeine l'a qualifié de honte pour l'Allemagne, à un titre comparable à celui de la BBC. L'armée suspend l'utilisation des VCI Ajax car les soldats vomissent à chaque utilisation. Nous avons aussi une vidéo sur l'Ajax pour en savoir plus sur les vomissements. Mais revenons maintenant au sujet principal, car qualifier l'échec du Puma de honte est une façon honnête de le dire, puisque les problèmes apparus en 2022 étaient incensés appartenir au passé. Des problèmes que l'armée avait déjà réglés pendant la phase de test et les premières années de service actif du Puma.
Mais tout cela était faux. Ils n'ont été rendus publics qu'en 2022. En 2018, l'armée allemande a signalé l'instabilité du système, l'arme principale tombant souvent en panne à l'entraînement. Malgré des inspections régulières, la cause reste inconnue, ce qui pourrait être en partie justifié. Le Puma était l'un des premiers VCI avec une tourelle téléopérée, et des difficultés de jeunesse étaient tout à fait prévisibles. Au cours de la même année, chaque Puma de la Bundeswehr a été audité par un prestataire externe qui a constaté que seulement 43% des Pumas étaient prêts au déploiement. Une statistique inquiétante, sachant que le VCI n'était en service que depuis 3 ans. En 2020, le Puma a révélé de nombreux problèmes mécaniques et logiciels lors d'un test de combat. Les détails de ces défaillances restent secrets. Mais on sait que la Bundeswehr a lancé une mise à niveau censée rendre le Puma prêt pour la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation de 2023. Il est quelque peu ironique que le Puma soit tombé en panne publiquement pour la première fois en préparation de cette même force opérationnelle. En 2023, l'armée a tenté de moderniser et réparer à nouveau le Puma pour gérer l'incident. Initialement, quelques mois devaient suffire à rendre le VCI opérationnel. Des problèmes logiciels ont été découverts, retardant les réparations de plusieurs mois. Jusqu'à présent, l'histoire du Puma paraît celle d'un produit raté imposé à l'armée en raison du biais des coûts irrécupérables. Mais il existe un autre aspect à cette histoire. Certains rapports attribuent les défaillances non à la conception du Puma, mais à une mauvaise utilisation et à un entretien insuffisant. Par exemple, un Puma a été mis hors service à cause d'un pignon d'entraînement usé. Remarquer un pignon usé et le remplacer fait partie de l'entretien régulier. Le Puma possède son propre système d'alerte pour pièces usées, rendant presque impossible que l'unité responsable ignore le problème du pignon. L'unité de maintenance venue avec le Puma pour l'exercice est arrivée sans pièces de rechange ni outils spécialisés. Il est possible que, pour détourner l'attention de sa propre mauvaise maintenance et logistique, la Bundeswehr rejette la faute sur le Puma et ses fabricants. Quelle que soit la vérité, l'intérêt tant national qu'international est retombé. L'Allemagne a commandé 50 Pumas en 2023, 27 morts. Bien sûr, mais le financement était à l'origine censé couvrir 229 d'entre eux. Au moment où j'écris ces lignes, l'armée allemande a toujours l'autorisation d'en acheter 200 de plus, mais seulement sous certaines conditions, qui incluent la résolution des problèmes et la démonstration par le véhicule d'une disponibilité opérationnelle fiable. Puisque le pays du Puma y a pour l'instant renoncé, les discussions sur les exportations se sont aussi essoufflées. L'Australie voulait le tester avant que ses problèmes soient reconnus, mais Rheinmetall et Krauss-Maffei l'ont refusé. La Croatie a préféré des Bradley américains d'occasion au Puma. Ils sont peut-être vieux, mais au moins ils fonctionnent. La République tchèque a testé le Puma avec d'autres VCI en 2017 et, bien que d'abord impressionné par sa technologie, a vite perdu tout intérêt car il aurait fallu le redessiner entièrement pour l'intégrer. L'armée américaine a montré un réel intérêt et s'est vu conseiller d'acheter le Puma plutôt que de développer un nouveau VCI pour remplacer le Bradley. Le rapport du Bureau du budget du Congrès a fait l'éloge du Puma, en mentionnant notamment les statistiques de létalité et de survivabilité évoquées précédemment, mais l'armée a finalement déclaré que le Bradley était, du moins temporairement, irremplaçable. Alors, où le Puma a-t-il échoué ? Eh bien partout, pour être franc. L'arme principale a un historique de dysfonctionnement. Le logiciel est truffé de bugs. Les câbles prennent feu. Et quand on combine tout cela, on obtient un véhicule de combat d'infanterie très high-tech dont la technologie devient inutile. Il ne semble pas que ce soit un seul équipement qui cause les problèmes, mais plutôt un échec à rationaliser toute la gamme de matériel et à la rendre fonctionnelle. Malgré sa terrible réputation à ce stade, le Puma a tout de même un avenir et un passé. Le Puma d'origine était meilleur. Seulement 478. Puma officiellement appelé les automitrailleuses SDK-7. 234 ont été produites par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus petit que les chars, il possédait un canon puissant et pouvait rapidement se positionner ou se replier en cas de danger. C'était le sommet de la conception des blindés de l'époque. Il pouvait atteindre sa vitesse maximale de 80 km/h, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, et le meilleur témoignage de la qualité de ce véhicule est sans doute le fait que le Royaume-Uni l'a utilisé comme référence pour tester de nouveaux modèles de véhicules blindés, jusqu'aux années 1970. Peu produits et rarement utilisés au combat, ils étaient pourtant exceptionnels pour leur époque. Comparés à leurs nouveaux homonymes, les nouveaux Pumas sont franchement décevants. L'une des plus grandes déceptions du Puma est que Rheinmetall développait aussi le Lynx en même temps. Le Lynx est un projet indépendant de Rheinmetall, financé en privé par l'entreprise, mais il semble meilleur que le Puma dans tous les domaines.
Les deux VCI sont de taille et de capacité de combat similaires, et peut-être que la seule chose que le Puma a pour lui dans cette compétition est sa supériorité technologique. Cependant, aucune de ces fonctionnalités high-tech ne vaut quoi que ce soit si le véhicule tombe en panne à cause d'un manque de fiabilité. L'Allemagne n'a jamais envisagé d'abandonner le Puma pour le Lynx, ayant signé des contrats contraignants bien avant le développement du Lynx. Avec le recul, cela aurait été plus judicieux. La Hongrie en a commandé plus de 200 et les livraisons à l'Ukraine ont déjà commencé. La Roumanie en a commandé 300 et l'Italie plus de 20 pour des essais puis sans doute des milliers si les tests réussissent. Actuellement, le Brésil, la Grèce, l'Indonésie, la Pologne et les États-Unis s'intéressent fortement au Lynx pour pallier le manque de VCI dans leurs armées. L'Allemagne continue de soutenir le Puma. Trop d'argent, de temps et d'efforts ont été investis ou peut-être engloutis dans ce projet pour abandonner à ce stade. Et il y a aussi l'élément de pression publique. À quoi cela ressemblerait-il si l'Allemagne admettait que l'armée et les deux fabricants de défense les plus importants du pays sont incapables de développer un VCI de premier ordre ? Le Puma est un échec, du moins pour le moment. Il n'y a absolument aucun intérêt international. La plupart des Pumas de la Bundeswehr sont incapables de combattre, et même les modèles officiellement aptes présentent une forte tendance à tomber en panne en raison d'une ingénierie excessive. Cela ne veut pas dire que l'Allemagne va l'abandonner pour autant, car le Puma a vraiment le potentiel de devenir le véhicule de combat d'infanterie le plus avancé au monde. C'est juste qu'on s'attendrait à ce qu'il soit perfectionné ou au moins fonctionnel après tant d'années de développement, et non pas encore une autre histoire du genre « on verra bien si ça marche ». On pourrait s'attendre à ce que ce trône soit déjà occupé. Merci d'avoir regardé.